Et à tous, à tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur Impact FM, Impact News. On a un invité aujourd'hui. Je vais vous donner une information. Je vais vous donner peut-être, un ton. Si je vous chante ceci, attention, je vais chanter. Oh là là. Attention, alors, attention. Les avions volaient si haut qu'il fauchait les marguerites et déplumaient les corbeaux. Ça vous dit quelque chose, ça ? Alors là, rien du tout. Rien du tout. 1975, les Faucheurs de Marguerite, c'était des épisodes qui sortaient une collaboration belgo-franco-canadienne sur les pionniers de l'aviation. Et c'est pour cela que j'ai fait le lien avec un peu de mérite. Bon, je ne sais pas si j'irai pour l'Eurovision et qu'on va réserver à Termis dans l'occasion. Mais enfin, voilà. Et je pose ma candidature. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un invité qui est justement un des pionniers au niveau de la construction, de la reconstruction. On reçoit aujourd'hui Monsieur François Fidal. François, bonjour. Bonjour Christian, merci de me recevoir. Merci d'être là. Ultralight Concept. Alors mon cher Patrick, je pose la question, est-ce que vous saviez qu'on fabriquait des avions à Verviers ? Non, je ne le savais pas du tout. Vous ne le saviez pas. Eh bien, on se rend compte que c'est un peu discret. Alors on dit souvent qu'on a des compétences exceptionnelles en Belgique, dans notre Wallonie, mais là, il y a quand même une entreprise, Ultralight Concept, qui fabrique des SV4RS. Ils vont nous expliquer ce que c'est des biplans, c'est des reconstructions d'avions des années 30. C'est un avion exceptionnel, il est totalement fabriqué à 96%, à peu de choses près, à Verviers, à part le moteur et les pneus, je crois que tout est fabriqué là. Donc François, construction d'avions HNE, c'est quand même une histoire incroyable, ça. Effectivement, c'est une histoire incroyable, un petit peu exotique, et on n'est pas les pionniers de la construction de l'aviation, mais en tout cas, on est les seuls à fabriquer des avions en Belgique pour le moment, je pense. Ben bravo, félicitations, parce que c'est quand même un chantier colossal, il faut de la place, mais ce qui est très important, on en parlera plus tard dans l'émission, mais il faut aussi des compétences. Exactement. C'est des compétences relativement précises. Alors, on va débattre dans le sujet. Moi, je vous donnais quand même quelques informations positives au niveau des entreprises en Belgique. On va parler peut-être un peu d'un bouquin, parce que nous le recevrons prochainement en radio. On aura la chance de recevoir prochainement Damien Ernst. Il a sorti un bouquin que je vous conseille, Au seuil du chaos. Alors, le titre, ça pourrait être interpellant. Je vous le conseille. C'est Damien Ernst et Bruno Coleman qui ont sorti ça, un livre à 4 mains. Ils ont rédigé un livre anti-clivage. L'ingénieur et l'économiste que vous connaissez souvent, évidemment omniprésent dans les médias, ont confronté leur vue au sujet des grandes ruptures du monde actuel dans un chaos qui menace. Il épingle la perte de la valeur de travail, appelle sur une forme de résistance face à l'IA. Cultivons le courage de la lenteur. Moi, j'adore ça. Je l'ai déjà rencontré quelques fois. Il viendra ici en studio radio. Donc, un bouquin interpellant, parce qu'ils ont deux positions, entre guillemets, politiques opposées, mais dans le respect académique, ils sont réellement top. Alors, mon cher Patrick, une information peut-être aussi. On apprend source Trends Tendance, les Belges sont toujours de plus en plus riches. Vous avez ces sensations-là, vous ? Moi, personnellement, non. François, peut-être ? Pas Non, trop, non. Pas sûr. Alors, source Trends Tendance, donc je vous confirme. Selon le rapport, le Belge et son patrimoine est publié via Keita Bank et UG Gent. Nous sommes encore plus riches. Donc, le patrimoine d'une famille moyenne a en effet grimpé à 286 250 € en 2025. Évidemment, 75% des ménages sont propriétaires de leur logement, dont la valeur médiane a augmenté pour atteindre les 325 000 €. Évidemment, le Belge a une brique dans le ventre. Donc, évidemment, si la valeur immobilière monte, on peut imaginer que le patrimoine, il monte un petit peu. Donc, voilà. C'est peut-être aussi une bonne chose, quelque part. Misons nos économies là dans les briques, puisque nos charges sont quand même relativement importantes. Donc, là, au moins, c'est des valeurs sûres. Une entreprise belge, autre domaine, le pari belge des exosquelettes professionnels. Là, on est vraiment aussi dans la précision. L'exosquelette, eh bien, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi une aide pour les personnes souffrantes, mais aussi et surtout un outil de prévention. Donc, c'est pas les robots qu'on voit à la TV. Ça peut nous aider, on ne rajeunit pas. Je suis le premier à vous le dire, je suis le premier à le savoir. Bonne nouvelle au niveau des magasins d'ameublement. 125 magasins jusque
en Belgique. Ça, c'est quand même une bonne chose parce que maintenant, il y en a quand même plus ou moins 100 nouveaux. Il y a encore un développement de plus de 10 magasins ici sur la Wallonie et ça nous concerne. Et puis, une bonne nouvelle également, on l'a reçu en radio il n'y a pas longtemps. Toyota Naxiem est en train de sortir le champagne sûrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la marque Toyota vient de signer 11,3 millions. C'est le nombre de véhicules vendus par Toyota en 2025. Donc la marque japonaise est leader mondial devant VW et Hyundai. Je suis sûr qu'ici, plus haut, mal me dit, je peux vous dire, à mon avis, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Alors, on en revient sur notre sujet avec François Fidal. Mon cher François, je vais te donner deux, trois chiffres. Je vous demanderai d'être attentif parce que j'aurai un tout petit concours à vous proposer aujourd'hui. Soyez attentifs sur les dates que je vais vous donner. Je ne dis pas plus. Donc, notez toujours studio@impactradionomo.be ou le 080 33 78 00. Nous aurons la possibilité de vous voir une petite invitation particulière. Alors, François, moi j'ai une question à poser, une question d'histoire. On va savoir si tu es incollable sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé en 1909? C'est une excellente question. Patrick, 1909. Non, vraiment pas. Non plus. 1909. S'il vous plaît? Non, je vois pas. Rien. François, 1909, c'est une date importante pour l'aviation. Non. Désolé, là je cale. Bon, il cale, c'est parce qu'il est distrait. Le 25 juillet 1909, Louis Blériot a traversé la Manche. Ouais. Bon, en 1909. Alors, le côté comique de l'affaire, quand même, c'est que Blériot a traversé la Manche à ce moment-là, donc au niveau météo, tout ce qu'il avait, c'était bien. Sauf qu'il y a quand même une histoire, c'est que c'était sur le Blériot numéro 11. Il faut quand même imaginer qu'il y a quand même eu pas mal d'essais au préalable pour arriver à faire le 11e et à traverser, qui est exceptionnel, je le dis, c'est exceptionnel. Donc le Blériot 11 a traversé le 25 juillet 1909. On imagine qu'avant, effectivement, il a fauché pas mal de marguerites et il est allé raplatir pas mal de planches. Mais voilà, 1909... Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est une source, Sylvia Marteleur. Alors, on peut vous dire la fiabilité de l'info, c'est la collaboratrice maintenant de C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Alors, la première femme aviatrice française, c'est Raymond Delaroche, née Elisa de Roche, qui a obtenu son brevet de pilote aviateur le 8 mars 1910. Donc, 1909, Blériot traverse. 1910, la première femme pilote est en place, elle a son brevet, elle est en solo. Donc ça n'a pas tardé quand même à réagir et ça je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'on a retrouvé des femmes dans la course automobile il y a quand même il y a plus d'un siècle de cela. Tout ça pour vous dire qu'on a dû attendre 66 ans à peu de choses près pour le 8 mars. Un peu coïncidence du jour et du mois. C'est la journée de la femme décrétée par l'ONU en 1977, l'Organisation des Nations Unies. Il fallait attendre 60 ans pour la reconnaissance des femmes, en l'occurrence, 8 mars, une date quand même relativement importante. Voilà, je voulais signaler cela parce que ça me semble assez sympa. C'est des histoires, l'aviation, c'est le rêve de l'homme. On a traversé la Manche la semaine passée pour homologuer notre premier avion en Angleterre et je te rassure, on est arrivé du premier coup. C'est une bonne chose, bonne nouvelle. En partant d'où? Le même parcours On est parti de Spa. Ah d'accord. Donc c'est pas le même parcours. Raconte-moi un petit peu la construction HNE, c'est un biplan. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est deux ailes, voilà, c'est pour deux personnes. Donc le SV4RS, c'est une réplique à l'échelle 1 du SV4 qui s'appelle le Stamp SV4. C'est un avion belge des années 30 qui est un avion mythique, qui est connu pratiquement dans le monde entier. Et effectivement, c'est un biplan qui a servi à former les pilotes de l'armée. De l'armée belge, mais française également. L'armée belge, l'armée française, et pas que. Il y a eu d'autres armées qui l'ont utilisé, mais principalement Belgique et France. Ils ont dû en plier quelques-uns, là. Ils en ont très certainement plié quelques-uns. J'étais pas là, donc je ne connais pas. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui sont pliés. Alors, François, l'histoire de ton entreprise, la construction d'avions, c'est pas... Ça ne se décide pas comme ça. Un matin, je prends une douche et je dis tiens, demain, je vais faire des avions. Parce que c'est un domaine extrêmement précis, extrêmement délicat. Mais si je prends le sens général, pourquoi celui-là?
particulièrement? C'est parce que ça avait déjà été créé, tu voulais l'améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Concrètement, le projet n'a pas démarré avec moi. Donc c'est Raoul Séverin qui est un ancien pilote de l'armée qui avait lancé le projet de faire cette réplique Donc du un peu stand. l'idée de notre région avec Apal qui a fabriqué les Porsche Exactement 356, ça. le même état d'esprit. Il faut savoir que dans l'ULM, il y a beaucoup de constructeurs amateurs et lui, son idée, c'était de fabriquer un kit pour vendre aux constructeurs amateurs, un gros puzzle pour qu'ils puissent assembler un avion. Un peu dingue quand même. Un peu dingue, mais ça se fait dans l'aviation amateur. Oui. Ça se faisait? Ou ça se fait toujours? Ça se fait toujours, plus avec des stands, parce que moi, quand j'ai repris l'activité, j'ai décidé de ne plus vendre des kits et de les fabriquer en série. D'accord. Parce que effectivement, je trouvais ça un peu compliqué à suivre, la construction amateur, et le business model était compliqué. Donc voilà, Raoul, je pense qu'il avait décidé de faire le stand parce que premièrement, c'est un avion mythique, il est belge et il vole exceptionnellement bien. La difficulté, c'était d'arriver à le faire à l'échelle 1 en version ULM parce que l'avion de base fait plus ou moins 600 kg et un ULM, pour être homologué, devait faire 300. Donc il a dû diviser le poids par 2. Gros avantage, c'est que des matériaux fortement évolués en 2 siècles. Exactement, mais l'avion est quand même imposant pour un ULM et il a 4 ailes, donc c'était très difficile de rentrer dans le package de 300 kg. On parle quel type de matériaux pour réaliser ça? On est sur de l'aluminium principalement, tout ce qui est structurel est en aluminium, hormis le bâtimoteur et le train qui est en acier. Du bois, quelques mousses aéronautiques et un tout petit peu de composite, mais principalement c'est de l'aluminium. Et puis il y a l'élément déterminant et incontournable, c'est la motorisation. On parle d'un moteur Rotax. C'est un moteur qu'on retrouve dans différentes applications de l'aviation, en tout cas, donc Oui. connu et reconnu. Oui, et là, le poids, on ne sait rien y faire. Non, le poids, on ne sait rien y faire, mais Rotax est le principal fournisseur de tous les petits avions 2 places ou 4 places qu'on retrouve dans les aéroclubs. Et c'est un moteur hyper fiable et ultra utilisé, donc on utilise, nous, ce moteur-là. Donc si je comprends bien, on reçoit le moteur, on reçoit les pneus, on met ça sur une balance et puis on dit, bon, il nous reste X kilos pour le faire. À peu de choses près, c'est ça. Oui. C'est juste ça. Bon, encore ça. le poids du pilote, mais bon, ça, malgré tout, le poids, c'est pilote compris, passager compris. Alors 300 C'est très variable, ça, quand même. 300 kilos, Pas de moi, mais- 300 kilos, c'est le poids à vide que doit faire l'avion. D'accord, Alors ok. la législation a un peu augmenté. Maintenant, ça dépend du pays parce que dans l'ULM, la législation est nationale. Donc chaque pays a un petit peu sa propre recette. Mais la législation standardisée, qui est la législation allemande, c'est pas vraiment de poids minimum. Maintenant, on essaye de tenir plus ou moins dans les 330 kilos pour pouvoir avoir un pilote, un passager et de l'essence, et le poids maximum qui est de 600 kilos. Au-dessus de 600 kilos en charge, alors on passe sur un avion. D'accord. Alors justement, tu parlais d'homologation. Ton avion, celui que tu construis ici à Chêneux, est reconnu comme ULM en Europe. Si j'ai bien compris, il est reconnu comme avion aux États-Unis. Pourquoi? Alors là, Parce que c'est plus... On a amené, Ils sont moins regardants ou- non, pas du tout. On a amené pour la première fois un SV4 aux États-Unis ici il y a 1 mois et demi. Et pour faire voler le premier avion, on l'a homologué en expérimental D'accord. avion. Et dans le but de le certifier après en microlight, donc qui est la législation ULM aux États-Unis. Alors, la présentation de l'avion aux États-Unis, on fait quoi? On le démonte, on le met dans les boîtes, on le met dans le bateau là, comment ça fonctionne en fait? Oh, exactement ça. On l'a démonté, on l'a mis dans un container, on a attendu qu'il arrive et puis on est parti là-bas pour le Pour le remonter. remonter. Ouais. Il y Et a comme on- une appréhension là, on est quand même... Parce que bon, c'est un pays gigantesque où le brevet de pilote d'avion, c'est un peu presque banal. Oui. À peu de choses près, c'est passé son permis moto ici en Belgique, pas peu de choses près. Oui. Parce que les entendus font que, et encore le nord des États-Unis, on est encore dans un autre monde. Mais quand même, quelque part, il y a une curiosité, non? Il y a une pression, une curiosité. L'avion a été relativement bien accueilli. Les Américains adorent les biplans. Oui. Ils ont l'habitude de plus gros moteurs, évidemment, Oui. que notre petit 4 cylindres Rotax. Par contre, ils sont quand même friands à la qualité de fabrication et aux qualités de vol de l'avion. Et ils sont pas non plus, tout doucement, ils sont un peu demandeurs d'avoir également des véhicules qui consomment un peu moins, ce qui est le cas de notre avion. Il est relativement efficient. Parce que je voyais qu'il y avait des répliques entre gros de Mustang.
Il y a des aussi répliques de Mustang, il y a pas mal de répliques également d'autres avions mythiques. Nous sommes le seul à le faire à l'échelle A. Un Mustang, il est à l'échelle 0,7, je pense, plus ou moins. D'accord, d'accord. Donc là, on est vraiment dans la copie On conforme, est dans la copie conforme. Oui. avec une fiabilité actuelle peut-être, C'est ça. au niveau des instruments. On a une fiabilité qui est exceptionnelle par rapport à un vrai stamp qui coûtait très cher à l'exploitation et qui, en général, on disait que quand tu voles en SV4, tu voles 1 heure, tu mécaniques 4 heures. C'est pas le cas avec le nôtre. D'accord. Alors justement, imaginons qu'on arrête de boire du Red Bull et on passe le cap pour franchir l'acquisition ou la location. Il y a des baptêmes qui existent, on le sait. Toi, tu es basé à Chêneux, mais tu as la chance, et ça tombe bien, c'est dans notre région, il y a l'aérodrome de Spa, donc c'est quand même un outil exceptionnel. C'est un peu ton circuit de Francorchamps à toi, quelque part. Pour passer ces licences, est-ce que c'est réellement compliqué? Est-ce qu'il y a deux types de licences? Il y a la licence ULM, il y a la licence pilote privé. C'est des choses un peu différentes, voire que je comprends, très parallèles. C'est Est-ce que c'est plus accessible? relativement parallèle. Le brevet du ULM est un petit peu plus accessible parce qu'à la base, un ULM est quelque chose qui est fait pour voler en local. Et donc, quand on passe son brevet ULM, on n'est pas censé voyager dans le monde entier, etc. D'accord. Bien que les ULM actuels ont fortement évolué. Donc, avec un brevet d'ULM, on peut partir en Corse, on peut aller dans le monde entier. Ce qui fait que les licences se rapprochent quand même fortement. C'est la même base théorique. C'est quand même le même pilotage exactement, donc c'est un peu moins contraignant en ULM, mais c'est une bonne base pour accéder éventuellement aux pilotes privés d'avions. Alors, tu disais, on ne va pas voyager dans le monde, mais quelle est l'autonomie en fait je ne vais pas parler de consommation, on n'est pas là pour cela, mais quelle est l'autonomie? On fait le plein à Spa, on pourrait aller sans s'arrêter, on pourrait aller à la mer, on pourrait... sans problème, on a une autonomie de 4 heures, on va dire 4 à 5 heures de vol. Et on vole en moyenne à 135 km/h. Donc voilà, ça nous mène à 600-700 km en ligne droite, on va déjà très loin. À savoir que le Stamp en général, c'est pas un avion avec lequel on voyage, c'est plutôt un avion avec lequel on se balade et on profite du pilotage. C'est pas un avion où on met le pilote automatique et on va d'un point A à un point B. Cause avantage dans cette situation-là, on n'a pas d'embouteillage. On n'a pas d'embouteillage, on n'a pas de radar, surtout. Ah oui, c'est vrai. Juste. Pas de radar. Et on profite d'une vue exceptionnelle. Ça veut dire que le Spa pour aller région Côte d'Opale dans ces jours-là, c'est possible, quoi. Au Touquet, par exemple, voilà, Touquet. Sans problème. En SV4, c'est 2 heures de vol, quoi. Alors, quelle est la clientèle friande de cela? On parle de personnes, entre guillemets, nostalgiques de cette époque, où on arrive sur une génération plus jeune, plus intéressante, je sais pas. Il y a le financier, évidemment, qui apporte. Oui, c'est un sport qui est quand même un petit peu coûteux, comme tous les sports. On considère ça comme sport? Je sais pas. En tout cas, ça demande une certaine dextérité, donc on peut imaginer que c'est pareil. Il y a deux types de clients. Nos premiers clients sont les vrais passionnés de l'aviation, parce que le SV4, et quand j'ai repris la société, j'avais pas compris. Le SV4, c'est un avion mythique, et quand on se pose quelque part avec un stamp, en général, on vient vous voir, on vient faire des photos et on vient voir ce qui se passe parce que cet avion, il attire le regard. Et donc, énormément de pilotes ou de jeunes passionnés d'aviation dans toutes les années, depuis les années 50 à maintenant, quand ils ont été sur les aérodromes, quand ils étaient petits, ils regardaient les avions, ils voyaient des stamps. Quand ils ont appris à piloter, ils ont appris à piloter sur un stamp. Et donc, il y a ces passionnés-là qui sont nostalgiques, qui revoient renaître un avion qu'ils ont apprécié. Ça, c'est notre première clientèle. Il y a beaucoup de rallyes de véhicules anciens. Est-ce qu'il y a des meetings d'ULM et qui reprend un peu cette époque-là? Il y a énormément de petits meetings sur les aérodromes, etc. D'accord. Et il faut savoir, un des plus gros meetings en Europe des avions de la guerre, c'est la Ferté-Alais à Paris. C'est vraiment un énorme événement qui draine, je pense, pas loin de 250 000 personnes. Donc c'est vraiment énorme. Et on a été invité à la 50e il y a 2 ans ou 3 ans. Et on était les premiers ULM à participer à l'occasion. Parce qu'en général, ce ne sont que des avions. Ils n'acceptent pas les ULM. Ils ont fait une exception avec nous.
D'accord, ce sont des points de chute pour toi en tant que prospection, parce que quelque part, bon, on vient pas pousser sur la sonnette à chez nous, c'est pas vraiment là où on s'attendrait à trouver, Non. pour savoir comment on peut proposer le produit pour le vendre quelque part. Alors il y a des foires, la foire, on vient d'y aller là, il y a un mois, on est allé à Friedrichshafen, c'est le salon européen de l'aéronautique. Il y a des foires nationales comme le salon le mondial de l'ULM à Blois, parce que la France est quand même un énorme marché pour l'ULM. On est allé à une foire aux États-Unis qui est également Sun and Fun, c'est une foire énorme évidemment à la taille du pays. Et on organise également pas mal de petites tournées où on part avec un avion, un pilote, et on fait le tour de la France. On s'arrête d'aérodrome en aérodrome. On essaye d'en faire 2 sur la journée. On prospecte à l'avance. Les gens intéressés viennent voir l'avion, faire un essai. Et c'est comme ça en général qu'on attire nos clients. Justement, le nombre d'aérodromes en Belgique, c'est plus ou moins. On est entre 20 et 30, je pense. Donc il y a déjà moyen de faire quelques escales. Il y a déjà moyen de faire quelques escales. D'accord. Le seul problème en Belgique, c'est qu'il y a 2 énormes zones de Charleroi et de Bruxelles qu'il faut éviter, qui couvrent quand même une grosse partie du pays. Bah oui, effectivement. Donc je pense qu'il y a un arc de cercle gigantesque que vous devez contourner par prudence. On peut pas la pénétrer, en tout cas en ULM très facilement, mais on sait quand même y passer. Donc le terrain de jeu, il est plutôt français alors? Le terrain de jeu est plutôt français, oui, exactement. Là c'est un pays qui a quand même une culture aéronautique et au niveau de l'ULM très, très importante. D'accord. Donc on est très bien reçu. Toujours. Voilà, donc Colmar, on pourrait descendre sur Colmar entre autres, et donc voilà. On peut aller plus ou moins où on veut, c'est ça qui fait cette liberté. La liberté du vol, quoi. Ton expérience la plus longue quelque part, t'es descendu Côte d'Azur, je sais pas, je pose une question. Régulièrement, j'ai été en Corse. Dans une semaine, je pars en Sicile. D'accord. La plus longue en termes de temps, c'est l'année passée, j'ai fait le Tour de France en 3-4 jours. On a fait 35 heures de vol. Bien. Voilà. Et donc ces heures de vol sont comptabilisées aussi comme en avion ou pas? Alors en ULM, on n'est pas dans l'obligation de tenir un carnet de vol du pilote, mais énormément de pilotes notent toutes leurs heures comme les avions. En aviation, on doit noter chaque fois toutes les heures qu'on fait, pas en ULM. Parce qu'en fait, il y a la contrainte de l'entretien, évidemment, quelque part. Ah, là, c'est différent. Il y a encore règles, j'imagine. C'est l'avion, là, évidemment, l'avion, que ce soit un avion ou un ULM, il y a un carnet d'entretien, il y a un carnet de vol, il y a des inspections, et on les fait de manière rigoureuse, que ce soit un avion ou un ULM. Est-ce que c'est fiable? Je suppose que oui. Quels sont les coûts d'entretien dans l'avion, d'un ULM comme ça? C'est relativement faible sur un SV4, en tout cas, pour parler pour ma part. Ça se résume en une inspection de la cellule qui est basique, parce que chez nous, elle vieillit très bien, et c'est principalement des entretiens moteurs qui se font toutes les 100 heures en général. Alors apparemment, le marché de l'ULM en Belgique se porte bien. Depuis qu'il y a une réglementation qui a été définie au niveau de son poids, c'est quand même un marché qui est un peu en croissance, tu le confirmes? Tu le ressens, toi? Pas suffisamment. On n'est pas dans des années qui sont super faciles pour, je pense, pour les loisirs en général. Mais effectivement, l'ULM est quand même appelé à remplacer tout doucement le brevet avion pour beaucoup de personnes, parce que c'est un tout petit peu plus accessible, c'est moins onéreux, et les machines sont de plus en plus rapprochantes à ce qui se fait d'un avion, et parfois même meilleur. Ouais. D'accord. Alors justement, la question, il faut bien qu'on en parle un petit peu. Enfin, on va prendre la première, et je te félicite là-dessus. Donc toi, tu construis combien de châssis par an, plus ou moins? On en fait une dizaine. C'est quand même incroyable, ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas incroyable, parce que je parlais tout à l'heure, on en parle maintenant, les compétences. Bon, on met pas une petite annonce, je cherche un soudeur, un électricien, c'est quand même beaucoup plus précis. Et il faut déjà pouvoir prouver certaines compétences pour travailler là-dessus, ou on apprend sur le terrain, comment ça se passe? Alors, chez nous, on cherche avant tout des passionnés. C'est la première chose, et parce que généralement, on a besoin que les gens aient envie ou comprennent ce qu'ils font et dans quoi ce qu'ils fabriquent. Et en général, les passionnés savent qu'on fait un avion et on va faire très attention.
Mais on forme les gens chez nous parce que ils peuvent apprendre ce qu'on fait, on sait l'apprendre nulle part d'autre que chez nous. Toi, tu espères rechercher de nouveaux collaborateurs dans le moyen terme, dans le long terme, tu l'espères évidemment? Oui, bien sûr. C'est une manufacture de notre stamp, c'est vraiment de l'artisanat de luxe. Donc, si la production doit grandir, on devra faire grandir l'équipe, évidemment. Et donc, au niveau technologique, je veux dire que bon, il y a les instruments actuels qui n'avaient pas il y a un siècle. Bon, la bête question que je pose, mais est-ce qu'on a un GPS? Je veux dire par là, allez, on va aller au Touquet. Est-ce que l'avion va nous guider ou il va falloir prendre ses cartes et regarder un petit peu en volant pas trop où on se trouve? Parce qu'il faut se projeter, c'est quand même pas si simple que ça. On fait du sur-mesure, nous. D'accord. Donc, si tu veux un GPS, il n'y a pas de souci, on t'en met un, mais on essaye quand même de garder l'âme du SV4. Donc, on utilise des instruments qui néo-rétro, hein, donc qui sont numériques et analogiques. Mais les 3/4 des pilotes volent avec leur smartphone parce qu'on a tous une application, oui. et des applications qui sont exceptionnelles et qui te permettent de te guider comme vraiment par GPS. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a un scoop? Tu prépares un coup? Non, il y a un scoop, il y a une info qui pourrait scoop, sortir. c'est qu'on vient d'avoir vendredi l'homologation pour l'Angleterre, qui est un énorme marché pour nous. Et cette homologation-là est très contraignante. D'accord. Et ça nous permettra d'aller, à mon avis, dans le monde entier. Voilà. Bravo, félicitations. Le Merci. site internet de ton entreprise est www.ultralight-concept.be. Alors, j'avais tout à l'heure une petite surprise. Alors, si vous êtes passionné d'aviation et si vous voulez voir ça d'un peu plus près, nous vous offrons pour 2 personnes à prendre un petit verre dans l'entreprise Ultralight Concept qui est à Chêneux. C'est juste à côté de l'entrée du contrôle technique. Donc, c'est relativement facile. C'est mercredi, donc c'est demain soir à partir de 8h30. Vous venez voir l'atelier. Vous pouvez toucher, vous comprendrez, vous verrez les équipes. Donc, c'est peut-être une visite sympa. On vous offrira un petit verre demain soir, 18h30 chez eux. Donc la question est, je l'ai dit tout à l'heure, quelle est l'année, la première femme aviatrice française, l'année de cette dame, donc elle a eu son brevet en quelle année? Vous pouvez répondre sur studio@impactradio.be, donc Impact Radio en un mot, ou le 080 33 78 00. 2 invitations à prendre un petit verre et de rencontrer un petit peu toutes ces personnes qui réalisent l'exceptionnel dans notre région. On n'en parle pas assez. Moi, je n'arrête pas de le dire. Et d'ailleurs, c'est la mission. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est le positivisme de nos entreprises et des compétences exceptionnelles que nous avons. François, un très grand merci. Merci à toi. Moi, je serai là. Je me sacrifie. Donc, je serai là demain soir. Le prochain rendez-vous de notre émission, ce sera le mardi 2 juin, 8h30. On recevra Thierry Etienne. Là, on vous assure qu'on va être dans le sérieux. On va être ASMAT, sécurité, sûreté de logistique, ingénierie, Céveso. Je vous assure que là, c'est très intéressant. Il vaut mieux savoir avant qu'après, parce que souvent, c'est trop tard. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Au revoir. Impact FM, la radio qui nous rassemble tous les jours.